Alors bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui je vous parle de flash et pour commencer, bien écoutez, c'est pour vous parler du flash, un des meilleurs flashs que j'ai eu là, avant de rentrer dans l'ère des Godox qu'on a aujourd'hui. Autrefois, lorsque j'étais en film, en argentique et à mes premiers débuts en numérique, bien, mon meilleur flash que j'ai eu à l'époque était un Metz 45 CT4. C'était un flash torche qu'on appelait, c'est-à-dire que c'était une poignée qu'on mettait avec une plateforme qu'on pouvait clipper notre appareil photo et on prenait, bon, par la poignée, tout le kit au complet. Et l'avantage du 45 CT4, bien, en plus d'avoir, bon, un bloc pile rechargeable qu'on pouvait avoir à l'époque, il était équipé d'un second flash, comme vous voyez ici à l'écran. Et ce petit flash de point-là qui était dans la poignée, c'était vraiment très utile en mode reportage parce que, bon, lorsque, par exemple, je couvrais une parade de mode, des trucs comme ça, puis que j'utilisais mon flash avec soit en bande, en flash indirect, soit sur une carte ou sur le mur, le plafond, bien, je me retrouvais souvent, si les gens avaient une calotte, un chapeau, bien, avec de l'ombre dans la partie des yeux. Et c'est là qu'est arrivé ce petit flash-là d'appoint qu'on pouvait engager ou pas. Et c'était vraiment parfait parce que c'était un petit flash qui venait remplir ces ombres-là et ça travaillait super bien. Et depuis que j'ai passé au numérique avec les flashs Godox, bien, on n'a jamais eu ce genre de flash d'appoint-là qui, pour moi, là, en tout cas en reportage, c'est vraiment excellent. Et c'est ça aujourd'hui que je vais vous présenter, soit le nouveau Godox V1 Pro. Et on va voir les différences qui équipent ce nouveau flash-là, surtout avec le petit flash de point qu'on a. Et c'est qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui, de faire le tour. Et aussi, j'ai effectué quelques tests pour vous démontrer de quoi je parle exactement. Et aussi pour le comparer avec le V1. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai le V1 toujours ici. On va voir que ça se ressemble beaucoup là, au point de vue physique là, des deux flashs. Mais il y a quand même des belles améliorations qu'on va retrouver avec le V1 Pro. Donc, qu'est-ce qui est inclus avec le flash? On va avoir un fil USB-C à USB-C. On va avoir un support pour le flash secondaire que je vais appeler SU1 là, parce que c'est le nom du flash. Donc, au lieu d'appeler flash de point à chaque fois, bien, je vais le nommer SU1. La batterie rechargeable de nouvelle génération qui comprend un port USB-C qu'on va voir un peu plus loin et un étui de transport. Et en parlant d'étui de transport, bien écoutez, cet étui-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a un endroit pour venir remiser le petit flash ici sur le côté lorsqu'on veut le transporter, mais le flash rentre quand même dans l'étui avec le flash d'appoint monté. Et moi, que je m'en sers maintenant, parce qu'on peut le porter à la taille avec la courroie qu'on a ici, là, puis c'est très... On peut tout simplement l'enlever ici, puis rentrer ça on n'a pas besoin d'enlever notre ceinture, donc ça va quand même très vite. Et l'avantage, c'est que moi ici, je vais me servir de ça ici pour apporter une pile ou une batterie supplémentaire du V1 Pro. Donc vraiment, là, un étui qui est quand même, en tout cas pour moi, qui a été repensé puis bien fait aussi. Et pour comparer là, en photo les deux flashs, soit la nouvelle génération du V1 Pro avec l'ancienne génération, bien, on va voir que ça se ressemble, comme je vous disais, c'est très proche l'un et l'autre. Et au point de vue du poids, bien, on va voir qu'on a un gain de poids de 50 grammes avec le V1 Pro, qui est surtout dû avec le nouveau flash d'appoint et aussi quelques spécifications qu'on va voir à l'intérieur qui ont été embarquées dans le flash. Maintenant, avant d'aller dans les spécifications propres, on va aller voir les nouveautés par rapport au V1. Donc, on a tout d'abord la limitation de la capacité thermique qui passe de 30 à 100 décharges à pleine puissance. Donc, autrement dit, lorsque j'utilisais le V1 autrefois, lorsque je fais de la rafale à pleine puissance de façon continue, bien après 30 photos, 40 photos, je tombais qu'est-ce qu'on appelle dans la protection thermique de surchauffe du flash. Donc, on a un petit icône qui apparaissait. Et là, on n'est plus capable de se servir du flash pour 10 minutes, le temps que le flash, la température interne baisse. Donc, maintenant, on va être capable de faire jusqu'à 100 éclairs ou décharges à pleine puissance. Donc, si on utilise à demi-puissance ou à moindre puissance, bien, on va être capable d'en faire plus naturellement, mais à pleine puissance, sans décharge avant de tomber dans ce mode de protection-là. La deuxième nouveauté, bien oui, c'est le flash d'appoint qu'on a ici. Et ce petit flash-là, qu'est-ce qui est agréable, c'est qu'il est amovible. Donc, on peut utiliser le V1 avec ou sans le flash,
qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que le flash ici, lui, ne fonctionne pas seul. Donc, on ne peut pas le contrôler à distance, uniquement le flash, parce qu'il doit être alimenté au point de vue électrique. Donc, c'est vraiment lorsqu'il est branché dans le V1 Pro. Donc, ce n'est pas compatible non plus avec l'ancien V1. Donc, je vais vous le montrer tantôt. On a simplement une petite porte qu'on pose dessus puis qu'on clip dedans. Et on a un petit loquet qu'on vient là, pousser ici. Et voilà, il va s'enlever très facilement. Donc, ça, c'est la beauté de cette nouveauté-là. Et qui fait en sorte qu'on peut même régler indépendamment sa puissance par rapport à la puissance du flash. Donc, sa puissance va être réglable de 1 pour 1 à 1/128e, indépendamment de la puissance du flash, comme je vous disais, avec des incréments de 1/3 entre chaque stop. Et qu'est-ce qu'il faut savoir également, c'est que le SU1 il n'est pas utilisable là, avec les prises de vue en transmission sans fil. Autrement dit, lorsque je vais l'utiliser en déporté, bien, le SU1 là, ne fonctionne pas. L'autre chose aussi également qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est en mode TTL, bien, il ne fonctionnera pas en TTL. Il va fonctionner en manuel, mais il ne sera pas en TTL. Donc, il faut toujours lui donner, autrement dit, une puissance que l'on désire par rapport à ce que le flash, lui, en mode TTL, va décider, parce que le flash en TTL, lui, va s'agencer avec la caméra pour donner une puissance X, alors que lui, le flash de point ou le SU1, lui, fonctionne indépendamment et toujours en mode manuel. Moi, en tout cas, selon les tests que j'ai faits, en le laissant à 1/2 de sa puissance constamment, mais on est pas mal certain d'avoir tout le temps une exposition parfaite. L'autre chose également, lorsqu'on va utiliser le flash en direct comme ça ici, bien, le flash ne fonctionnera pas. Donc, c'est un petit peu normal parce qu'il est là pour venir remplir des ombres. Donc, c'est vraiment lorsqu'on va ouvrir le flash pour faire un éclairage indirect que là, à ce moment-là, le flash va être en option. Et finalement, le flash d'appoint n'est pas non plus disponible en HSS. Autre nouveauté, on va avoir sur le côté maintenant, un peu comme le V863, un commutateur là, ou un interrupteur pour passer du mode TTL au mode manuel. Donc, lorsqu'on est en reportage, pour une raison X, on veut rapidement passer dans l'un ou l'autre mode, bien, au lieu que d'aller sur la roulette, qu'on va voir ici, le trèfle, et d'aller chercher le mode, bien, on peut tout simplement, sans quitter le viseur, venir chercher ici le bouton et passer en mode de TTL ou manuel. L'autre nouveauté, bien, on va avoir une nouvelle batterie et sa particularité, bien, elle est un peu plus puissante selon ce qui est rapporté par Godox, mais surtout, et ça vraiment, j'adore cette fonctionnalité-là chez cette nouvelle batterie-là, c'est qu'on peut maintenant la recharger directement avec un fil USB-C. Donc, on n'a plus besoin d'avoir le petit socle, comme on voit sur la photo, pour recharger notre batterie. Et ça, qu'est-ce que ça nous permet? C'est, exemple, si je me déplace, je suis en déplacement, puis en reportage, et que je veux charger ma batterie, que ce soit à part dans mon sac ou carrément le laisser dedans et venir la recharger pendant que je me déplace. Donc, vraiment, c'est excellent. Et on a un témoin lumineux qui vient nous indiquer là, que la batterie est bel et bien en recharge, donc rouge lorsqu'elle est en train de se recharger et vert lorsque la recharge est complète. Et toujours concernant la batterie du V1 Pro, bien, sachez que les autres batteries des autres appareils comme le V1 ou encore le AD100 Pro ou encore le V860, comme on voit ici sur la photo, on va voir que toutes ces batteries-là sont interchangeables. Donc, on peut utiliser là, les batteries l'un dans l'autre des flashs sans aucun problème. Et ça, même si les milliampères changent et le wattage change, il reste que le voltage, lui, ne change pas. Donc, les batteries sont complètement compatibles entre eux autres. Donc, vraiment, une bonne chose que Godox ait conservé la même batterie qui est compatible là, entre les flashs. L'autre nouveauté, c'est la lampe pilote du flash qui a été revue. Donc, on conserve sur papier la même lampe de 2 watts, sauf que vous allez voir qu'avec mes tests, cette lampe-là ici qu'on a dedans est plus puissante. Et aussi, comme le V1, on peut venir ajuster sa puissance par incrément de 10 niveaux, donc vraiment là, un plus de ce côté-là. L'autre nouveauté, on peut avoir maintenant une source d'alimentation externe. Donc, ça veut dire que sur le pied du flash, ici, en bas, ici, là, on va avoir qu'est-ce qu'on retrouve dans les autres flashs à batterie, tels le TT600, le TT685-2, un port pour venir connecter
une batterie externe, soit la Godox PB960 avec le fil de raccordement PBSX. Et cette batterie externe-là nous permet d'avoir une meilleure autonomie au point de vue de nombre d'éclairs. Personnellement, moi, je vous dirais que c'était vraiment excellent à l'époque où on avait des flashs avec des batteries AA qui prenaient beaucoup plus de temps à recharger et qui faiblissaient assez rapidement. Maintenant, avec ces flashs-là et le prix des batteries en plus, bien, j'aime autant avoir une deuxième batterie, et je vous le dis, ça dure quand même là, très longtemps. Donc, j'aime autant avoir une deuxième batterie plutôt que de, moi, personnellement, m'encombrer de cette batterie externe-là, mais c'est une option qu'on a maintenant de disponible avec le V1 Pro. Les autres spécifications, bien, c'est comme un peu le V1, c'est-à-dire qu'on va avoir, c'est un flash TTL qui est disponible aussi en mode HSS et aussi en mode manuel. Je vous mets ici un tableau pour expliquer qu'est-ce que le HSS. J'en ai déjà parlé dans mes autres capsules, mais je vous le mets ici, comme ça, si jamais vous voulez aller voir le tableau, bien, vous pouvez faire un arrêt sur image, puis aller voir le tableau, ou m'écrire, puis je vous enverrai le tableau comme tel. Ensuite de ça, le flash peut être monté sur la griffe de l'appareil et aussi peut servir en mode contrôleur, comme un X-Pro, jusqu'à 100 mètres de distance. Donc, on va le voir tantôt en détail lorsque je vais vous faire une courte démonstration. Mais effectivement, c'est un peu comme avoir un X-Pro intégré à l'intérieur, c'est-à-dire que je peux, à ce moment-là, contrôler d'autres flashs. Donc ici, j'ai le V1 de première génération. Je pourrais l'installer en groupe A, lui avoir en master et venir vraiment venir contrôler d'autres flashs plutôt que d'avoir enlevé mon flash et mettre un X-Pro. Comme je vous disais, il peut être naturellement utilisé en déporté, donc contrôlable avec un X-Pro. Également, l'autre chose qu'on va avoir aussi, c'est un peu comme le V1. Parfois, on avait autrefois à devoir tourner comme ça la tête et mettre ma tête inclinée. Donc, je n'ai plus besoin de faire ça non plus. Je peux y aller directement. Donc, un autre avantage conservé du V1, comme j'ai déjà dit sur le V1 de première génération, la tête ronde ne fait pas une image plus douce. Ça fait uniquement une couverture très différente qu'on va voir un petit peu plus loin. Sa puissance est réglable de 1/256e à 1 pour 1, donc on va avoir 9 stops et entre chaque stop, on a les dixièmes de stop. Le nombre d'éclairs à pleine puissance est d'environ 500. Le temps de recharge à pleine puissance est de 1,3 secondes. Son poids est de 580 grammes, comme je vous disais tantôt. Et le V1 que je vous présente aujourd'hui est pour Nikon, mais il est disponible pour d'autres marques telles Olympus, Fujifilm, Canon et Sony. Donc, ce sont des flashs qu'il faut à ce moment-là acheter vraiment selon la marque de notre flash. Donc, comme on va voir sur le dessus, ici, j'ai un petit N pour m'indiquer Nikon. Et je voulais vous partager un truc aussi qu'il faut, souvent les gens ne le savent pas. En réalité, le flash, je peux prendre mon flash qui est pour Nikon et le mettre sur un Canon et l'utiliser ou sur un Fuji sans aucun problème tant que je suis en mode manuel. Et là, je vous montre une photo. Comme on voit un flash normalement qui est uniquement manuel tel le TT600, on va avoir seulement un contact en dessous. Alors que les flashs qui sont TTL et dédiés, bien, on va avoir plusieurs autres petits contacts qui sont ajoutés. Et ces contacts-là, bien, sont propres à chaque compagnie. Donc, autrement dit, lorsque mettons que je mets mon flash V1 sur un Canon, bien, tout simplement, il va fonctionner en mode manuel sans aucun problème. Donc, des fois, on se demande est-ce qu'on peut l'utiliser avec un Canon ou de quoi de même? Oui, mais on va perdre le mode TTL et le mode HSS naturellement, mais c'est faisable. Pour ce qui est de son prix, bien, vous allez le retrouver dans toutes les bonnes boutiques. Et ici au Canada, maintenant, on a un distributeur canadien. Vous pouvez aller sur la liste des boutiques autorisées par le distributeur canadien, dont vous allez avoir le lien dans la section description. Et pour ce qui est du prix, bien, on va avoir un tarif de 449 $ canadiens. Donc, on augmente le prix de 100 $ par rapport au V1 de première génération. Pour ce qui est des accessoires, bien écoutez, le premier accessoire indispensable, je vous le dis, c'est le support Godox S2. Pourquoi? Parce que, première des choses, ça nous permet de mettre notre flash V1 sur un pied de lumière, donc et l'orienter comme on veut. Et le support est tellement fait fort, qui est puissant,
c'est que je peux mettre des très grosses boîtes comme en arrière, puis ça va tenir la boîte et mon flash, même si le flash est petit, à cause que le support est vraiment très bien construit. Et en plus de ça, on va avoir la monture Bowens. Donc, comme on voit ici sur la photo, ça va me permettre à ce moment-là de mettre des boîtes à lumière à monture Bowens, des réflecteurs, des nids d'abeilles, un snoot, et même on va avoir ici l'ouverture pour passer un parapluie. Donc, et c'est peu coûteux, là, on parle de à peu près 34-35 $ pour ce support-là. Donc, moi, vraiment, là, je vous recommande d'avoir ça, et ça s'apporte très bien, c'est très petit, ça ne prend pas de place, et moi, j'en ai deux, et ça me sert tellement, là, c'est vraiment très pratique. Donc, vraiment, là, un accessoire, si vous n'avez pas, à aller chercher. L'autre accessoire que je trouve indispensable pour les flashs à tête ronde, comme le V1, le V1 Pro, ça continue d'être compatible, et le AD100 Pro, bien, c'est le kit AK-R1. Et ce kit-là, bon, j'en ai déjà parlé précédemment dans d'autres capsules. Je vais vous mettre les liens au bas de mes capsules où j'en parle. Mais c'est une série d'accessoires qu'on va avoir, qu'on va être disponible et qu'on peut venir installer, et c'est magnétique. Donc, ça tient très bien, ça ne tombe pas. Et vraiment, là, on a un paquet d'accessoires là-dedans. Vous l'avez ici à l'écran, là, tout ce qui est disponible, qu'on peut avoir. On a des diffuseurs. Et moi, je me suis fait des gels de couleur ici, comme vous voyez. On a des plastiques, mais les plastiques, on l'a seulement à quelques teintes. Moi, j'ai des gels de couleur, là, vraiment dans toutes les couleurs. Donc, c'est ici à l'intérieur. Qu'est-ce qui est inclus dans ce kit-là qui est vraiment fabuleux? C'est un déflecteur ou un réflecteur, si on veut, pour le flash, qui peut être acheté séparément. Donc, c'est le AK-R12 qu'on peut acheter. Et ça, vraiment, là, c'est... Moi, en tout cas, je l'utilise à profusion. C'est une petite carte blanche qu'on va mettre, qu'on va installer. C'est magnétique. Et comme on voit, je peux utiliser à ce moment-là mon flash indirect. Et à ce moment-là, bien, ça me permet là, de pouvoir garder ma puissance qui est projetée vers l'avant et non pas une partie qui est projetée vers l'arrière. Donc, vraiment, c'est excellent. Et si j'ai à travailler à la verticale, bien, je peux le tourner. Donc, lorsque je suis à verticale de même, je vais envoyer par le mur, bien, je peux le tourner tout simplement. La petite chose à ce sujet-là, moi, en tout cas, j'adore, comme je vous disais, ça serait peut-être, comme vous voyez ici, là, moi, en arrière, ici, ce que j'ai fait, c'est que la carte vient s'installer. On peut même la mettre du côté noir. Moi, j'ai mis, je ne l'utilise jamais, le côté noir, donc j'ai mis du gaffer tape en arrière pour la conserver en place parce qu'elle avait tendance à sortir. Donc moi, et je peux le plier, je mets ça dans ma poche, je m'en vais, je n'ai de besoin, je sors ça, je mets ça direct sur mon flash et voilà, c'est fait. Et ça tient très, très bien comme vous voyez. Donc vraiment, là, une petite carte là, qui est indispensable lorsque je suis en mode reportage. Ça l'embarque en serrant dans l'étui. Et l'ensemble AK-R1 est disponible au coût de 77 $. Et le dernier accessoire que je voulais vous parler, c'est l'ensemble AK-R21, qui est un petit kit de projection là, avec des négatifs ou on peut même s'en fabriquer là, des genres de gobos qui s'installent sur la tête ronde du flash. Et là-dessus, je vous ai déjà présenté une vidéo. Je vous mettrai le lien dans la section description. Et cet accessoire-là vaut entre 100 et 140 $, dépendamment de qu'est-ce qu'on prend comme kit. Donc, puisque je vous ai déjà présenté le V1, comment il fonctionnait, plutôt que de vous retourner à la vidéo complète, je vous ai fait une courte description du V1 Pro maintenant, de quelle façon il travaille. C'est la même chose. Donc, ceux qui ont déjà un V1, vous ne serez pas perdu du tout. La seule chose qui est rajoutée, c'est le menu pour le flash SU1 ou le flash d'appoint. Donc, on va aller voir ça ensemble, comment il fonctionne également avec X-Pro, et je vous reviens pour les tests photos. Ici maintenant, pour installer le petit flash d'appoint, donc on vient de mettre égalité, on a une petite porte ici, donc on le met tout simplement à égalité et on pousse sur la porte et on baisse vers le bas. Voilà, c'est fait. Et lorsqu'on veut le sortir, on a un petit bouton poussoir qui est ici, on tire et on soulève. Donc voilà le petit bouton. Voilà! Donc, on va passer rapidement sur les boutons et différentes fonctions du flash, puisque ça ressemble beaucoup au V1. On va voir tout d'abord ici notre bouton, notre interrupteur principal. Donc, c'est ici qu'on va éteindre ou allumer notre flash. Ensuite de ça, on va avoir notre molette qui va contenir plusieurs fonctions. Donc, tout d'abord, on va avoir le bas ici, on va avoir le mode pour choisir notre mode de flash. Donc, on peut voir ici qu'on vient de passer en TTL, en mode manuel,
ou en mode de répétition ou stroboscopique, si on veut, là, avec le flash. Ensuite de ça, ici, on va avoir notre ajustement de puissance. Donc, sous TTL, lorsqu'on vient ici, on va pouvoir régler la puissance du TTL, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur, comme ici, on voit qu'on est rendu à moins un stop de puissance par rapport à ce que le système TTL a décidé. Ici, on est à plus un stop. Donc, ça va être ici qu'on peut venir jouer avec l'ajustement en mode TTL. On appuie au centre toujours sur le bouton pour confirmer un réglage. Donc, je reviens en mode manuel et ça va être la même chose ici. On va pouvoir régler la puissance en tournant la molette et on voit qu'on peut passer par dixième de stop entre chaque niveau. Et si on appuie en haut et en bas, bien là, on va voir qu'on peut aller par stop, un stop. Donc, plutôt qu'avoir à tourner, on va aller plus vite de cette façon-là. Ensuite de ça, on va avoir ici en haut, on va cliquer au centre, on va avoir en haut ici le mode pour la tête de flash. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut avoir une longueur de focale qui suit notre objectif? Comme par exemple, ici, je suis en mode automatique et 50 mm. Donc, ça veut dire que mon flash reconnaît que présentement, je travaille avec un 50 mm sur l'appareil qui filme. Mais je pourrais aussi régler la tête de flash manuellement. Donc, tout simplement, je vais venir ici, peser ici. On voit que 50 mm vient d'être surligné. Et on va voir là que je peux venir vraiment ajuster la longueur de focale pour la tête de flash. Donc, on peut créer des effets, par exemple, mettre 105 mm avec un 28 mm. Donc, on va créer un effet très restreint d'éclairage dans une partie de la photo. Donc, ça peut être très créatif. Et qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Je vais revenir en mode automatique, voilà. Il faut savoir que lorsque je vais monter la tête, là, vous ne le verrez pas à l'écran, mais lorsque je monte la tête, on va voir qu'on a des petites lignes qui viennent d'apparaître au niveau de la longueur de focale. Pourquoi? Parce que vu que l'éclair va rebondir sur un plafond ou sur une carte, bien à ce moment-là, la couverture de la lumière va être très différente qu'en flash direct. Ici, on va voir pour le modeling light. Donc, c'est ici que je peux venir allumer mon modeling light. Et aussi que je peux jouer sur la puissance du modeling light. Donc, comme par exemple, si je veux le laisser à sa pleine puissance, à 10, bien, je vais venir tout simplement rappuyer sur la petite ampoule ici. Et là, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais mon modeling light est toujours allumé. Là, on peut voir un peu le reflet dans ma main. Donc, mon modeling light est vraiment toujours allumé ici. Alors que si je viens à rappuyer à nouveau ici et que je pèse sur le bouton off, c'est-à-dire pour le fermer ici, on voit là que ma main est vraiment plus sombre. On va avoir ensuite de ça ici notre bouton pour le test. Donc, c'est ici que je vais venir faire un pré-test et qui va nous indiquer par le fait même, lorsqu'il est allumé, que le flash est prêt à être déclenché. Ici, le bouton menu, bien, il va nous servir à deux choses. La première des choses, si j'appuie dessus, on va rentrer dans le menu que l'on va voir à la fin de la tournée de ces boutons-là. Et aussi, si je le tiens enfoncé, on va voir qu'on va avoir un lock qui apparaît. Ça veut dire que maintenant, le flash est verrouillé. Donc, même si je joue avec les boutons et tout ça, il n'y a plus rien qui peut être déréglé. Donc, je peux m'assurer à ce moment-là que mon flash va rester dans les mêmes réglages. Donc, si je veux le déverrouiller, donc je vais tout simplement appuyer encore un 3 secondes sur le bouton du petit cadenas ici et il va se déverrouiller. Ensuite de ça, on va avoir ici les 4 boutons qui vont venir être affichés avec en dessous ici pour chaque fonction en dessous. Donc, si je reviens en mode TTL, on peut voir ici que là, je vais avoir le bouton qui va être seulement ces deux boutons-là qui vont être disponibles. TCM, ça veut dire que lorsque, et ça c'est vraiment un truc vraiment important, lorsque, par exemple, je veux travailler avec un éclairage manuel, mais je ne connais pas mes paramètres de départ, je pourrais alors faire un test en mode TTL, déclencher. Et là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que, et là, on ne connaît pas la puissance du flash en mode TTL. Sauf qu'en appuyant sur le mode TCM, ici, on va voir que, on voit ici que le flash a travaillé en mode TTL à 1/256e. Donc, ça peut devenir rapidement mon point de départ pour régler ma lumière lorsque je vais travailler en mode manuel. Donc, c'est vraiment un très bon truc là, à savoir avec le TCM, surtout lorsqu'on n'a pas de pose-mètre. Donc, je vais revenir en mode TTL et on va voir ici le mode sub qui est pour notre
sous flash ou notre flash d'appoint que moi j'appelle. Donc si j'appuie ici, c'est ici que je vais pouvoir venir régler la puissance du flash d'appoint. Et on va voir que ce flash-là ici, bien, on peut le régler de 1/128e de sa puissance à 1 pour 1, avec toujours des tiers de stop ici pour des réglages plus fins entre les stops. Et une fois que j'ai choisi lequel, bien, je viens tout simplement appuyer au centre. Et qu'est-ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que le flash, là, présentement, si je déclenche mon éclair, si je prendrais une photo avec mon flash tel quel, avec le flash pointé vers le sujet, le flash de pointe ne se déclenchera pas. C'est vraiment lorsque je vais surlever ma tête de flash qu'à ce moment-là, le flash de pointe va fonctionner. Donc, si je passe après ça en mode manuel, bien, on voit que mes boutons ont changé aussi. Donc, j'ai toujours mon flash d'appoint, mon TCM, donc je peux, en mode manuel, appuyer puis revenir tout de suite en mode TTL si je veux. Vraiment très, très bien de pouvoir avoir ce raccourci-là aussi. Ici, synchronisation, c'est si on veut avoir le HSS. Vous voyez à l'écran, qu'est-ce qui est important, c'est de venir synchroniser dans notre appareil photo le mode HSS ou dans Nikon, qu'est-ce qu'on appelle l'auto FP. Et par la suite, bien, on peut le laisser, si on veut, synchroniser avec le bouton HSS ici, qu'on voit apparaître le logo là, lorsqu'on appuie sur le bouton Sync ici. Donc voilà, ça va être la façon, si on veut passer à une vitesse plus haute que 1/200e de seconde, par exemple, avec un Z9. Ici, S1, S2. S1, c'est lorsque on veut travailler avec le flash qui va être déclenché à distance par la présence d'un autre éclair. Donc, on appelle ce mode-là esclave ou slave en anglais. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est tout simplement que sous S1, aussitôt que le flash va voir un éclair provenant d'un autre flash, bien à ce moment-là, ce flash-là va être déclenché. Si on sélectionne S2, c'est exactement le même mode, sauf que si l'éclair provient d'un autre flash qui est en mode TTL, on sait qu'en mode TTL, il y a un pré-flash pour analyser la lumière. Et à ce moment-là, si on le laisse à S1, le flash va se déclencher, celui-ci va se déclencher dès le pré-flash. Alors qu'en S2, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'autrement dit, le flash va se déclencher uniquement avec l'éclair principal, ne se déclenchera pas avec le pré-éclair. Par la suite, on va avoir le mode répétition. Donc, comme on disait tantôt, c'est ici que je peux venir régler le combien de flash que je veux dans combien de temps. Donc, c'est ici. Le dernier bouton qui est ici, maintenant, lui, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on va venir choisir les modes de flash. Comme là, juste qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que le flash est monté sur l'appareil. Ici, lorsque je vais appuyer une première fois, le flash est toujours monté sur un appareil, mais la différence est que on va avoir, comme si on avait un X Pro monté à même le flash. C'est-à-dire qu'on voit que M, le premier en haut là, sur la fenêtre ici, ça ne veut pas dire manuel, ça veut dire master ou maître. Ça veut dire que le flash qui est ici, qui est monté sur l'appareil, va être le flash maître de qu'est-ce qu'il va contrôler. Donc ici, présentement, lorsqu'on voit deux lignes, ça veut dire que lorsque je vais prendre une photo, le flash va envoyer aux autres flashs qui sont en déporté le signal pour être déclenché, mais le flash monté sur l'appareil ne se déclenchera pas. Donc vraiment très efficace lorsqu'on ne veut pas avoir d'un éclair qui vient de notre flash principal monté sur notre appareil photo. Si on veut avoir un petit éclair, par exemple, bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de venir tout simplement ici, pour sélectionner, on a nos 4 groupes, M, A, B, C. Donc, je vais venir dans M, on voit ici M, et là, je vais tout simplement appuyer une deuxième fois, et on voit que là, je suis en mode TTL sur ce flash-là, et je peux venir en mode manuel. On voit que A et B, présentement, on pèse au centre pour confirmer, A et B sont engagés, donc mon flash maître serait à 1/250e de sa puissance, alors que les flashs A et B sont à 1/4 de puissance. Même chose si je veux fermer le groupe B. À ce moment-là, je vais sélectionner le groupe B et je vais appuyer encore sur toujours le groupe B pour venir verser d'un mode d'exposition, c'est-à-dire soit fermé, soit en mode TTL ou en mode manuel. Donc, voilà tout simplement. C'est ici qu'on peut venir
vraiment se servir du flash comme X-Pro. Et il ne faut pas oublier qu'ici, sur le côté, on a notre interrupteur si on veut passer aussi en mode TTL ou en mode manuel. Donc, lorsque je joue avec, c'est une autre façon de pouvoir passer rapidement d'un mode à l'autre. Et finalement, toujours le même bouton, comme vous avez vu rapidement, qu'est-ce que ça fait? Ici, on devient en mode déporté. Donc, ça veut dire que là, mon flash va être sur un pied de lumière plus loin et il va être déclenché par un X-Pro ou un autre V1 ou un autre flash compatible qui a le flash mètre d'intégrer. Et là, à ce moment-là, lui est en déporté. Et là, c'est bien important de venir choisir le groupe qui va être ici. Donc, on va avoir notre bouton groupe qui est ici. Se déplacer ici. Donc, on voit notre mode groupe. Et ensuite de ça, notre canal. Donc, c'est la même chose. On va avoir le canal qu'on peut venir ajuster par ici. Donc, toujours s'assurer d'avoir le même canal que sur le X-Pro ou le contrôleur qu'on va avoir à distance, le déclencheur. Et finalement, les deux boutons qu'on a ici, avec RST, ça veut dire Restore en anglais. Donc, restaurer notre flash avec des paramètres d'origine. Donc, on viendrait appuyer sur les deux boutons pendant 3 secondes et à ce moment-là, le flash va revenir avec ses paramètres d'origine. Donc, si par exemple, vous avez fait une mauvaise manipulation dans vos réglages personnalisés qu'on va voir, bien, et là, vous ne savez plus c'est lequel, bien, en appuyant sur ces deux boutons-là, vous pouvez ramener les paramètres d'origine du flash. Et là, on va passer au dernier bouton qui était le menu ici que je vous expliquais tantôt. Donc, on va avoir les réglages personnalisés si on veut. Première des choses, on voit en haut à droite, ça c'est important, la version du firmware. Donc, lorsque vous cherchez quelle version est installée dans votre flash, ça va toujours être dans la fenêtre ici en haut à droite. Donc, on voit qu'on est à la première version 1.1. Donc, le premier réglage, c'est pour si on décide de travailler en mètre ou en pied. Nous, ici, au Québec, on est encore en pied pour la plupart des gens de ma génération. Donc, je connais les mètres, mais je suis plus à l'aise en pied. Donc, j'ai mis mon flash en pied. Ensuite de ça, ici, AF, c'est si on veut avoir l'assistance autofocus. Qu'est-ce qui est important à savoir ici, c'est que l'assistance autofocus par un jet de lumière qui est en avant ici, va se faire uniquement si l'appareil n'est pas en mesure de faire l'autofocus. Donc, ça ne s'allume pas automatique aussitôt que c'est engagé. Ça va détecter si l'appareil n'est pas en mesure de faire la mise au point. Là, à ce moment-là, on va avoir une assistance pour venir éclairer notre sujet pour que l'autofocus de l'appareil puisse faire sa mise au point. Personnellement, moi, je l'ai laissé à off parce que le Z9 n'a vraiment aucune difficulté à faire la mise au point en faible luminosité. Stand-by ici, ça veut dire qu'après 90 secondes, le flash, si on ne l'a pas utilisé, va tomber en dormance. Donc là, je l'ai mis à off parce que sinon, il tomberait après 90 secondes en dormance. Et pour le réveiller, bon, on a simplement appuyé sur notre déclencheur de notre appareil photo à mi-course et ça va réveiller le flash. Donc, normalement, je laisse ça à on. Ici, c'est la même chose, c'est lorsque le flash va être en mode récepteur, si on veut qu'il tombe en stand-by ou en pause après soit 60 minutes ou 30 minutes. Donc, moi, je vais toujours ici mettre ça à 30 minutes pour économiser le plus de batterie possible. Scan, ça ici, c'est vraiment pour connaître dans l'environnement qu'on travaille les canaux qu'on va avoir qui n'ont pas d'interférence. Donc souvent, comme moi ici, j'ai déjà vu ça, que, bon, avec tous les appareils électroniques qu'on a maintenant, on peut avoir de l'interférence qui va souvent causer que le flash ne se déclenche pas par moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On va tourner ça ici, on règle ça ici, et on va appuyer sur Start. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que le flash est en train de scanner les ondes pour trouver les canaux qui ont le moins d'interférences possible et il va nous donner des suggestions avec les canaux dans lesquels travailler. Donc, on va voir ici que j'ai 8 canaux qui m'ont été suggérés avec lesquels travailler, là, que je suis sûr que je n'ai pas d'interférence. Par la suite, on va venir dans le canal. Donc, ici, c'est ici qu'on va venir choisir le canal. Donc, moi, je suis à canal 3. L'autre fonction, ça, je vous le dis, c'est vraiment très important. C'est la majorité des problèmes, des questions que je reçois des gens qui ont un problème que le flash ne se déclenche plus lorsqu'ils prennent une photo. C'est que souvent, soit dans le flash, comme ici, ou soit dans le déclencheur, comme le X-Pro, on a qu'est-ce qu'on appelle ID, ça veut dire identité.
ça veut dire qu'on peut venir donner une identité propre à notre système. Donc, ça veut dire que si, exemple, je travaillerais dans une pièce où il y a plusieurs photographes et je veux être certain que je n'ai pas aucun photographe qui viendrait déclencher mes flashs par mégarde, bien, je pourrais rentrer ici, tout simplement. Bon, je viens à 7 et là, je vais avoir, un peu comme les canaux, des valeurs. Donc, si j'ai choisi 6 et que je le laisse de cette façon-là, mais que je n'ai pas réglé mon Expo, par exemple, à la même valeur sous ID, bien, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et souvent, c'est ça que les gens vont accrocher par mégarde et là, se demandent pourquoi il n'y a plus rien fonctionne. Donc, c'est la première chose à aller voir, autant dans votre X-Pro ou X2, X3, peu importe, que dans votre flash, encore là, peu importe le modèle, lorsque vous avez l'option ID, que ce soit toujours à off ou au moins la même valeur, comme ici, si je suis à 6, il faudrait que mon module de déclenchement soit à 6. Personnellement, moi, je mets tout le temps ça là, à 0 parce que je n'ai jamais eu de problème comme tel. Donc, voilà. Donc, c'est bien, bien important. Ensuite de ça, on va voir le bip sonore. Donc, ça veut dire que si on veut, lorsque le flash est chargé, qu'on ait un bip sonore pour nous l'indiquer. Donc, on va venir ici le mettre à on. On va voir. Et là, lorsque je vais déclencher, on a notre bip. Alors que si je reviens dans le mode que je le mets à off, j'ai plus le bip. Donc, c'est très utile, je vous le dis là, très, très utile lorsqu'on est en mode déporté surtout et que moi, je suis un peu loin de mon flash, je suis dans une salle, ça parle. Donc, pour savoir que mon flash il est prêt, donc je vais mettre mon bip et je vais être en mesure de savoir que mon flash est pleinement rechargé. La lumière ici, c'est pour l'écran, donc on peut le mettre ici encore là, soit à 12 secondes, l'écran va s'éteindre, va devenir comme ça ici, après 12 secondes. On peut avoir l'écran toujours qui n'est pas rétro-éclairé. Et pour les besoins de la cause, là, moi, je l'ai mis à on. Voilà. Et finalement, on va voir LCD, qui est le contraste de l'écran qui est ici. Donc, on peut venir jouer sur le contraste pour avoir un meilleur contraste si on est au soleil, à l'extérieur, par exemple. Donc, c'était les boutons externes. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir avec le Expo. Donc, la première des choses qu'on fait, là, vraiment, lorsqu'on va venir commencer à travailler en déporté, c'est de venir choisir notre petite fenêtre ici. Donc, on le met en rouge, que notre fenêtre soit en rouge, vraiment qu'on voit là qu'on est en mode déporté. Ensuite de ça, la chose qu'on va faire, c'est que moi, je vous le conseille toujours de le faire, peu importe avec quel module de déclenchement vous êtes, mais c'est de venir à l'intérieur et de venir, on va rentrer ici au niveau de la distance, donc je vais aller ici dedans, et on va voir ici sous DIST, distance. Comme vous voyez, moi, j'ai réglé de 0 à 30 mètres. Je suis toujours à ce niveau-là parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le X-Pro ou les autres viennent par défaut de 1 à 100 mètres. Le problème qu'on a avec ça, lorsqu'on veut travailler très proche, le X-Pro avec le flash et on veut être sûr qu'on n'a pas de misfire ou de déclenchement à blanc, c'est-à-dire qu'on prenne une photo que le flash ne s'est pas déclenché, puis à ce moment-là, lorsqu'on est trop proche, ça ne fonctionnera pas. Et souvent, c'est une autre cause que les gens se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, en studio, là, et pour la majorité, c'est rare qu'on va être à plus de 30 mètres de nos flashs. Donc, moi, par défaut, moi, après ça, je vais venir mettre cette valeur-là de 0 à 30 et ça va rester là tout le temps, là, maintenant. Donc, c'est une chose à venir mettre au départ. Et là, comme on voit, j'ai allumé, je suis en mode manuel et on voit que mon mode ici, je suis encore en mode TTL. Donc, au lieu de commencer à essayer de replacer lui en mode manuel et tout ça, qu'est-ce que je fais? Je vais venir appuyer sur mon bouton test qui est ici et vous allez voir que là, ils vont se synchroniser avec les mêmes valeurs que j'ai ici. Donc, j'appuie ici et comme on voit, boum, voilà, c'est venu se synchroniser. Donc, c'est l'habitude à faire toujours lorsque j'ai allumé mes flashs, j'ai allumé mon X-Pro, même si mon écran m'indique que c'était les bonnes valeurs, je vais toujours faire un test à blanc pour m'assurer que tout est en parfaite communication. Donc, là, comme on voit ici présentement, je suis le groupe A, je suis en mode manuel, manuel, voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je peux, à ce moment-là, appuyer sur mon bouton A pour venir surligner le groupe et on voit que ça diminue la puissance comme je veux. Je peux ici aussi descendre mes groupes ou je peux toujours aussi avoir accès avec mes boutons sur le côté au groupe spécifique que je veux avoir. Ici, si je reviens au point de vue
du groupe A, on va voir que le mode zoom, lorsque j'appuie sur le mode zoom, on voit que je suis à 24 mm. Je pourrais à ce moment-là jouer et on voit que sur le flash, bien lui ici, il part de 24 à 105 mm. C'est pour ça que même si je vois à 200 ici, il va demeurer à 105 mm sur le V1. Et on voit ici là, que je peux diminuer jusqu'à 28 mm. Sinon, ici, je suis en automatique complètement. Donc, si j'ai un zoom, vous pourrez suivre à ce moment-là. Ensuite de ça, sur cet écran ici, bien, on va voir synchronisation. Donc ici, si je veux passer en mode HSS, donc je pourrais être en mode HSS. Ici, c'est pour le modeling light. Donc comme on voit, on a notre modeling light qui vient d'être allumé en avant ici. Et je peux même jouer sur la puissance. Et là, on voit que je suis en mode proportion. Donc ça veut dire que le réglage du modeling light va se faire selon la puissance du flash. Et sinon, ici, il va être complètement éteint. Donc, si je ne veux pas de modeling light, bon, à ce moment-là, je peux l'éteindre. Et même chose, si je veux, à ce moment-là, travailler en mode complètement TTL, bien à ce moment-là, je pourrais venir sur mon groupe A et en appuyant sur le bouton Mode ici, bien, je vais verser, comme là, ici, mon flash est fermé. Ici, le flash est en TTL et ici, le flash est en manuel. Donc, vraiment très, très bien. Et ici, ça, on pourrait, par exemple, dire, bon, bien, le flash du groupe A va être éteint et je pourrais dire, bon, bien, je vais avoir un second flash et qui va être en mode manuel, à un quart de la puissance, par exemple. Et là, seulement mon flash B du groupe B pourrait être déclenché. Donc, comme on vient de voir, bien, le menu est vraiment simple. On se retrouve, c'est le même menu que sur le V1 de première génération, au V860. La seule chose qu'on a, c'est qu'on a un menu d'ajouter lorsque le flash d'appoint est branché. Sinon, on n'a même pas accès à ce menu-là. Alors, maintenant, on va passer au test photo. J'ai voulu tester la puissance et la couverture de lumière avec le V1 Pro. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On sait que la tête, elle peut être ajustable de 28 à 105 mm. Donc, je voulais voir la couverture de lumière selon la longueur de focale que je choisissais. Donc, pour les tests, je suis à 2 mètres à l'avant du flash et le pose-mètre ou le fond de scène. Le flash va être en déporté, donc il est vraiment, je le contrôle avec un X-Pro 2 à ce moment-là. Et on voit qu'à 28 mm, j'ai eu une ouverture de f10. On voit sa couverture de lumière. Lorsque je passe à 50 mm, la puissance, naturellement, va augmenter parce que le faisceau est plus étroit et j'ai f13, alors qu'à 105 mm, je vais avoir f14 comme ouverture. Maintenant, avec les résultats qu'on vient de voir, j'ai fait le même test avec le V1 et je vous mets les résultats un par-dessus l'autre. Et on peut voir là, que ça se ressemble beaucoup, mais qu'on va voir, malgré qu'à 28 mm, j'ai une meilleure couverture du V1 Pro. Et bon, puisque l'éclair est un peu plus étendu, bien, je vais avoir un petit peu moins de puissance, donc F10 contre F11. Et par la suite, bien, on va voir que l'éclairage du V1 Pro, plus centré sur le 50 mm et 105 mm, donc plus conscrit encore que le V1 normal, mais avec la même puissance qu'on voit. J'ai voulu tester maintenant la lampe pilote du V1 Pro versus le V1. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à 1,5 m entre l'avant du flash et le fond de scène, où j'ai pris ma lecture au pose-mètre. J'ai sélectionné 1/60 de seconde et une ouverture de 2,8 pour représenter un objectif là, assez standard, si on voudrait, comme ouverture, et une vitesse là, aussi minimale. Et on peut voir que le V1 Pro, bien, j'ai eu 1250 ISO contre 2000 ISO pour le V1. Donc, on a une meilleure puissance, malgré qu'on nous dit que c'est une lampe de même puissance. Et pour ce qui est de la balance des blancs, on voit qu'on est une balance chaude. Une fois pris à 5500, qu'est-ce que ça me donne? Et lorsque je ramène ma balance des blancs, bien, on peut voir aussi également la différence qu'on va avoir. On voit également aussi que la couverture de la lampe pilote est un peu plus étendue avec le V1 que le V1 Pro. Maintenant, pour l'autre test, toujours à 2 mètres entre le flash et le fond de scène à 100 ISO, j'ai voulu tester 5 modèles de flash et les 4 premiers flashs qui ont des têtes réglables, bien j'ai mis la tête à 50 mm. Et on peut voir que le V863, bien je vais avoir un petit peu plus de puissance parce que l'éclair est plus concentré. Alors que le V1 Pro et le AD100 Pro, bien, je vais avoir F13 pour les 3 flashs. Donc, on voit que la couverture de lumière est un peu différente
entre chaque modèle, mais lorsque je me place au centre pour la lecture, c'est vraiment là, la même puissance que j'ai obtenue. Et finalement, avec le AD300 Pro, qui est mon flash de studio portatif par excellence, bien, on peut voir que j'ai eu F18, mais encore là, la grosse différence, c'est qu'avec le réflecteur qui est fourni avec le AD300 Pro, on a une couverture de lumière qui est beaucoup plus étendue là, qu'avec les autres flashs là, lorsque je mets à 50 mm. Donc, c'était pour vous donner une idée de la puissance là, des modèles de flash. Et finalement, le dernier test de puissance, bien à ce moment-là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai comparé le AD300 Pro avec le V1. Et là, j'ai utilisé pour les deux tests la boîte QRP 70T. Donc, le V1 était à pleine puissance, à 100 ISO toujours, comme le AD300 Pro, avec le support S2 pour faire tenir le tout. Et on peut voir qu'à pleine puissance, j'ai eu une ouverture de F8 pour ce qui est du V1 Pro, alors que le AD300 Pro, j'ai eu une ouverture de F14. Donc, on voit que ce n'est pas juste la puissance directe non plus qui est différente, mais aussi l'éclair, parce que le AD300 Pro, lui, va venir éclairer tout l'intérieur de la boîte, alors qu'ici, on a un éclairage qui est beaucoup plus direct, de là qu'on va avoir une puissance accrue avec le AD300 Pro, qui est aussi plus puissant, parce qu'on parle de 300 watts. Donc, c'est normal qu'on va avoir quelques stops de différence là, entre les deux flashs. Donc, pour les prochains tests, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de demander à Sandra de venir faire le mannequin, j'ai pris une tête de mannequin vraiment là, que j'ai, comme vous voyez dans tous les tests que je fais. Et c'est pour vous démontrer qu'est-ce que vient apporter un flash d'appoint lorsqu'on est en éclairage indirect. Donc, on regarde ça. On va voir que la photo de droite, justement, c'est le flash qui est direct, sans flash d'appoint. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Et la photo de gauche, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai renvoyé mon flash en éclairage via mon plafond qui est blanc ici. Et on peut voir que je vais avoir un éclairage qui va être beaucoup plus douce, naturellement, moins d'ombre en arrière. Et sur la photo suivante, bien là, c'est pour vous illustrer avec le flash d'appoint. Donc, j'ai toujours mon flash qui est en indirect au plafond. Et le flash d'appoint sur la photo de gauche est à 1/8 de sa puissance, sur la photo du centre à 1/2 de sa puissance et sur la photo de droite à 100% de sa puissance ou 1 pour 1. Donc, personnellement, j'ai fait quelques tests et vraiment à 1/2 de sa puissance, c'est vraiment là, un bel équilibre là, dans la majorité du temps. Et sur ce dernier test, bien, j'ai utilisé la carte AKR12 qui est inclue dans le kit AKR1 comme on a vu tantôt. Et là, au lieu d'envoyer ça au plafond, je vais utiliser la carte et on peut voir sur la photo de gauche, uniquement en indirect avec la carte, sans flash d'appoint. Au centre, on a maintenant la même chose, mais avec le flash d'appoint à 1/2 de sa puissance. Et finalement, à droite, avec le flash d'appoint à 100% de sa puissance. Donc, comme on a vu, bien, c'est pour vous illustrer là, vraiment, en tout cas pour moi, l'importance de ce petit flash d'appoint-là. Lorsqu'on l'utilise en déporté, ça ne fonctionne pas. Puis de toute façon, on va utiliser le flash dans des boîtes ou dans des parapluies. On n'a pas vraiment besoin d'un flash d'appoint. Pour ce qui est des points faibles du V1 Pro, bien écoutez, la première des choses, moi, qui m'a un peu déçu, c'est l'interface du flash. Comme on a vu tantôt, on retrouve la même interface qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on a de chez Godox depuis l'époque, alors qu'on voit des flashs apparaître chez la compétition qui sont avec des interfaces beaucoup plus modernes. Donc, c'est un truc que j'aimerais voir chez Godox arriver avec une nouvelle interface. Et juste pour vous illustrer, je vous mets ici une photo du X3 qui a une interface moderne qui est tactile, que j'attends pour faire un test, entre autres. Et j'aurais aimé voir cette genre d'interface-là être reportée sur le V1 avec un écran tactile. Donc vraiment, là, ça aurait été là, fabuleux d'avoir ça. Mais ça serait le fun de voir ce genre d'interface-là apparaître dans les prochains flashs chez Godox. L'autre chose qui est comme point négatif, bien, je vous dirais, c'est j'aurais aimé avoir un petit capuchon ou une porte coulissante sur le dessus du port USB-C. Pourquoi? Parce que, si je vais à l'extérieur, je fais du reportage, il se met à pleuvoir. Écoutez, moi, je l'ai déjà utilisé, mon V1 ici, là, à la pluie, puis je n'ai jamais eu de problème. Je n'irai pas sur une averse très sévère, mais ça ici, ça devient un point faible. Donc, moi, je vais être obligé de mettre
un ruban gommé ou un gaffer tape par-dessus pour venir le cacher. Certains diront qu'il aurait pu mettre le port USB-C à l'intérieur, à la place, comme ici, mettons. Là, à ce moment-là, si on le met ici, oui, il est caché, mais on ne pourrait pas avoir notre batterie d'insérer et de pouvoir la recharger pendant que la batterie est dans le flash. Donc, je pense qu'avec un petit, soit une porte coulissante pour venir fermer cette ouverture-là, ou ce port-là, ou encore un petit capuchon de caoutchouc qu'on pourrait le laisser en place, mais ça pourrait être un truc à rajouter. Et comme je vous disais tantôt, le flash de pointe qui ne fonctionne pas en mode TTL, donc ça aurait été le fun de le voir fonctionner en mode TTL. Je ne sais pas si ça pourrait être réalisable avec un firmware. Bref, on verra. Je vais de toute façon communiquer avec Godox, savoir si c'est quelque chose qui pourrait être réalisable, mais ce serait un bel apport de pouvoir venir nous remettre ce petit flash-là en TTL aussi. En conclusion, bien écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire au niveau du flash. Comme je vous disais, c'est son interface que j'aurais voulu voir plus moderne. Les boutons ressemblent toujours à ce qu'on avait autrefois. Il y en a qui ont trouvé la molette ici qui était plus sensible. Il y en a qui ça a déjà tombé. Moi, écoutez, le mien, je n'ai pas eu de problème jusqu'à date. Ensuite de ça, on va avoir 100 déclenchements à pleine puissance avant que ça surchauffe. Donc vraiment, encore là, pour quelqu'un qui fait beaucoup de reportages, c'est un plus à avoir. Et finalement, je m'adresse à Godox aujourd'hui pour aussi leur demander de mettre à jour leur logiciel G3 là, qui nous permet d'installer les nouveaux firmware dans nos flashs et dans les accessoires qu'on va avoir de chez Godox parce que, comme vous voyez à l'écran, on vient d'avoir depuis en janvier une mise à jour du G3 pour Windows, mais pour Mac, on est encore à Mac OS Catalina et ce logiciel-là remonte en juillet 2020. Donc, Catalina, qui est la version OS 10, on est rendu à OS Sonoma 14. Donc là, c'est impossible, si on est sur Mac, de pouvoir faire la mise à jour de nos flashs. Et ça, c'est vraiment dommage. Comme moi, je dois me déplacer pour aller voir quelqu'un qui a un Windows pour pouvoir faire ma mise à jour. Donc, j'espère, Godox, que vous allez nous écouter et que vous allez venir mettre à jour le logiciel G3 pour Mac avec la dernière version d'OS, qu'on puisse faire nos mises à jour parce que beaucoup de gens attendent après ça, soit pour passer au nouveau OS parce qu'on est bloqué avec le logiciel si on veut faire nos mises à jour, ou si on fait notre mise à jour, d'aller voir quelqu'un qui est maintenant sur Windows pour pouvoir aller faire nos mises à jour. Donc voilà, c'était le V1 Pro, donc vraiment un flash là que, en tout cas moi je vous recommande. Si vous avez déjà le V1, vous n'avez pas besoin de changer nécessairement, mais si vous êtes à la recherche d'un flash en reportage, et de nouveaux flashs, bien ça peut être vraiment à considérer. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser ici. Et j'attends de Godox là, la disponibilité du X3, le nouveau déclencheur à distance. Et assurément, lorsque je vais l'avoir reçu, je vais venir vous présenter une capsule sur le sujet. Donc, on se revoit là très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.